Installez maintenant l'application Français dans le monde sur votre mobile. La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Isabelle. Oh là là, Isabelle, aide-moi, je vais jamais savoir dire ton nom de famille. Van Steenkist. Eh ben, vous comprenez. C'est le petit journal Tokyo. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Et pourtant, je suis du nord de la France, et pourtant, c'est un nom flamand. Je devrais pouvoir me lancer, mais c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de lettres. Isabelle, bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour, merci de me recevoir. Eh bien, je suis très content avec ce grand décalage horaire. On a 7 heures entre Tokyo et Lille, dans le nord de la France. Ce qui fait que toi, c'est la fin de journée. Moi, c'est le début de journée. Ça m'épatera toujours autant. Si tu veux bien, Isabelle, on va revenir sur ton parcours. Tu es originaire de Paris. Un petit tour en Bourgogne, mais tu retournes dans la capitale pour ta scolarité. Tu vas faire sport-études en danse classique. Un rêve de petite fille ? Ah ouais, un rêve de petite fille, mais voilà, pas si facile. Beaucoup de discipline, beaucoup de difficultés, hein, beaucoup de choses à apprendre dans le corps, mais aussi moralement, mentalement, je dirais. Mais ça m'a bien servi après pour la suite, justement, pour l'écriture, pour m'organiser en tant que freelance, par exemple. Alors, tu as travaillé dans le domaine des scénarios, des dessins, et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'il y a un partenariat avec une université au Japon, et tu vas t'y rendre pendant 9 mois. Une jeune fille qui prend sa valise et qui part de l'autre côté de la planète. Ça fait des parents inquiets, ça ? Oui, oui, c'est le cas, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus toutes les applications sur téléphone, autant de moyens de communiquer. Je me rappelle que j'avais pas de téléphone portable, hein, je crois. J'avais pas de carte SIM pour communiquer. Je communiquais seulement par mail avec ma famille à ce moment-là. Et puis, vous allez remarquer qu'Isabelle a toujours beaucoup de chance. Elle se retrouve juste dans le pays au moment où se passe le drame de Fukushima. Un tremblement de terre. Alors, parlons d'un mot des tremblements de terre au Japon. C'est classique, hein. On a son téléphone qui te prévient et 2 secondes après, la terre tremble. Oui, on a énormément de tremblements de terre. Au final, il y en a absolument tous les jours. C'est juste qu'ils sont microscopiques. On les remarque pas. C'est des tremblements de terre qui sont à 1 ou 2 sur l'échelle. Mais voilà, il y en a régulièrement des plus gros. Et alors, quand on t'annonce sur ton téléphone qu'il y a un tremblement de terre possible, vous allez dans la salle de bain. Les salles de bain sont des espèces de coques un peu protectrices. Oui, c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est mets-toi dans la salle de bain. Les salles de bain japonaises sont hermétiques, on s'y douche et on y prend le bain après s'être nettoyé. Et c'est donc une sorte d'ensemble comme ça qui va créer une bulle d'air. Nous, on met notre sac de survie pas loin, comme ça on a juste à l'attraper, peu importe là où on est, et on se précipite dans la salle de bain pour attendre que ça se calme. Et les médias français faisaient un ramdam incroyable sur la centrale de Fukushima. Vous, au Japon, alors que tu n'es qu'à quelques centaines de kilomètres de là, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique, les Japonais sont très, je vais pas dire défaitistes parce que c'est un autre état d'esprit. Ils sont habitués, ils savent que c'est comme ça et pas autrement. Il y a un mot japonais pour dire ça, c'est shoganai. On n'y peut rien, il faut aller de l'avant. Donc c'était plutôt un état d'esprit très calme et très pragmatique. D'accord, that's life. Voilà. Alors tu rentres ensuite en France au bout de cette expérience et là tu te dis que tu ferais bien une petite expérience, pourquoi pas un PVT en Nouvelle-Zélande, mais l'amour va mettre sur ton chemin un franco-japonais, comme quoi décidément tout va te ramener vers le Japon. Il a une opportunité de travail et vous décidez de partir en couple en 2020. C'est là que vous allez voir qu'Isabelle a beaucoup de chance. Eh ben ouais, 2020, on s'en souvient. Mars, pandémie, confinement. Alors là aussi, étrangement, plutôt tranquille. Plutôt tranquille parce que voilà, il n'y a pas d'obligation au Japon de respecter ce qui est demandé par le gouvernement ou ce sont plutôt des recommandations que des obligations. Donc recommandation de porter le masque, recommandation de ne pas sortir de chez soi, de ne pas aller au restaurant, mais au final c'est des recommandations avec pression sociale. Tout le monde surveille son voisin, tout le monde observe si on met bien son masque, si on sort bien de chez soi aux bonnes heures. Et donc finalement, tout le monde a respecté les obligations liées à tout ça.
Finalement, le japonais, dans tous les cas, n'est pas très contact. Il aime pas trop ça. Bon, les Japonais sont plutôt des êtres, des créatures solitaires qui ne se mélangent que rarement. C'est très intéressant d'ailleurs quand on vient de la France. C'est quelque chose de très très spécial, de très différent. Ça fait un choc, peut-être même un petit peu, quand on a l'habitude de la bise. Alors je sais que du coup ça a fait beaucoup parler pendant le confinement, cette histoire de bise, qui allait revenir à la bise ou pas, qui aimait vraiment la bise. Mais mine de rien, on serre la main, on fait la bise. Au Japon, on s'incline de loin et on se fait des petits coucous, même entre amis, pour se dire au revoir. Et c'est des grosses différences, ouais. Tu vas vivre les JO de Tokyo un peu morose puisqu'il n'y a pas de public. Alors qu'on s'attendait à ce que ces JO puissent être une ouverture sur le monde, c'est plus un repli qui va se passer. Les gens vont avoir peur les uns les autres. Je pense que ça a été le cas un peu partout. Je pense que c'était la même chose en France aussi. Il y a eu pas mal de réactions sur les personnes asiatiques en France. On avait peur qu'elles viennent et qu'elles apportent le Covid. Au Japon, c'était cette idée que le Covid allait venir apporté par les étrangers, tous les étrangers sans distinction. Fermeture des frontières, grande peur de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Et quand on était obligé de voyager, je sais que nous, on a eu de la chance, on a pu revenir au Japon avec par contre l'obligation de rester 6 jours dans un hôtel sans voir personne, à faire des tests le matin pour vérifier qu'on n'était pas contaminé, etc. Mais d'autres personnes ont eu encore moins de chance que nous, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu rentrer au Japon. Donc des familles se sont retrouvées séparées, des familles franco-japonaises se sont retrouvées séparées pendant plus d'1 an parce que elles avaient plus l'autorisation de revenir en fait sur le sol japonais. On compte à peu près 15 000 Français expatriés sur le Japon. Alors, le chiffre est pas très précis. Il y a pas mal de couples. Et puis, il y a ces situations qui sont un peu douloureuses. Isabelle, on va profiter du fait que tu es journaliste freelance. D'ailleurs, cette interview est réalisée dans le cadre du partenariat avec Le Petit Journal. Je m'amuse à me promener de rédaction en rédaction. Tu es la rédactrice en chef de l'édition Tokyo depuis avril 2021. Et tu te penches sur des grands sujets, les relations France-Japon, la santé mentale, le féminisme, les LGBT dans le pays. On se parlait hors antenne et moi j'ai une image du Japon qui est sans doute très années 80. Une image d'un pays moderne, dense, qui s'équipe très vite, etc. Et tu me dis, ce soft power, il est en décalage avec la réalité. Parce que finalement, cette image de modernité, elle a pris du retard. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose aussi qui est très surprenant quand on arrive ici et qu'on reste un peu longtemps dans le pays. Je pense que c'est quelque chose qui est assez lissé quand on est visiteur, qu'on vient passer 2 semaines, 3 semaines dans le pays. Quand on y reste et qu'on y travaille et qu'on vit au quotidien l'administratif, qu'on vit au quotidien beaucoup de petites questions comme ça pratiques, on se rend compte que le Japon est assez en retard sur énormément de sujets, qu'ils soient sociaux ou même simplement pratiques. Voilà, je te disais effectivement qu'ils ont encore des fax pour transmettre certaines informations, ce qui est quand même assez incroyable. Ou alors c'est des tampons. Tu es obligé d'avoir un tampon avec un sceau, une sorte de sceau familial en fait, avec ton nom de famille pour signer des documents. Ce qui est quand même aussi assez incroyable. Et ça c'est quelque chose qui peut vachement surprendre quand tu arrives au début. Et en plus, ces dernières années, côté soft power, c'est plutôt leurs ennemis jurés, la Corée du Sud, qui est en train de prendre un peu le leadership. Comment ils vivent ça, les Japonais ? Je sais pas s'ils se rendent compte vraiment de l'impact de la culture japonaise sur le monde. Comme on disait, ils sont assez fermés sur eux-mêmes. Ils sont pas très à l'écoute de la politique. Ils votent très 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 peu. Ils ont un taux d'abstention record. Ils sont pas très intéressés par ce qui se passe en dehors du Japon. Ils voyagent principalement à l'intérieur du Japon. Et donc, ils n'ont pas vraiment conscience de cet impact du Japon sur les autres pays, notamment sur la France. Nous avons chaque année la Japan Expo, qui est une énorme exposition à Paris sur la culture japonaise, notamment les mangas, les animés. Et là, cette exposition française va pour la première fois aller au Japon. Et elles vont faire une édition au Japon lors de l'exposition universelle de 2025, l'année prochaine, justement pour pouvoir montrer aux Japonais l'impact de leur culture sur la France, sur le reste du monde. Et je trouve ça assez marrant. C'est une île au bout du monde, ils peuvent s'isoler finalement de ce genre d'informations. Bon, cela dit, il y a quand même des vrais soucis. On parlait du fait que ils n'aimaient pas les contacts, mais au point qu'il y a une chute de la natalité qui devient vraiment sérieux. C'est un sujet du gouvernement.
Ouais, c'est un gros sujet sur lequel le gouvernement planche depuis pas mal de temps au final, mais il peine à trouver une vraie solution. Je pense qu'il cherche à faciliter peut-être les choses, mais pas de la manière que nous on envisagerait, je pense. Notamment l'accès au travail pour les femmes n'est pas facilité, ou l'accès aux crèches quand les femmes travaillent, etc. Voilà, il y a plein de problématiques, mais finalement, pour synthétiser un peu, on n'a pas forcément la bonne image de ce qu'est réellement la vie japonaise. Non. Et c'est pas une bonne ou une mauvaise chose. Je pense que les surprises qu'on a en vivant ici sont aussi bonnes que mauvaises. Il y a beaucoup de bonnes choses. Moi, ce que j'entends souvent de la part des expatriés français qui vivent longtemps au Japon, c'est que le pays parfait serait vraiment 50% japonais et 50% français. Il y aurait la propreté, l'ordre japonais, la discipline naturelle et l'esprit de communauté, en fait, enfin plutôt l'esprit de corps japonais. Mais il y aurait aussi l'esprit d'initiative français, la créativité française, voilà. Bah, finalement, tu formes avec ton mari le couple parfait du citoyen du monde, quoi. Alors, c'est de la radio, Isabelle. Hein. Si tu fais des signes, les gens vont pas voir. Elle était en pleine gloire. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Merci d'être resté un peu plus tard pour réaliser cette interview. Et puis, au plaisir de te retrouver dans les pages de l'édition Tokyo du Petit Journal. Merci. Français dans le monde.fr